Bonjour à tous, Cédric Elia. Donc j'ai une fonction de pépiniériste à la Chambre d'agriculture. On est des pépiniéristes un petit peu particuliers. On a la chance d'être assez haut dans la filière et de pouvoir passer, de voir passer dans nos mains un peu tout le matériel novateur, aussi bien en termes conventionnels, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, mais aussi maintenant, alors pas directement en multiplication, mais au moins sur les travaux de caractérisation avec les variétés résistantes. Donc, quelques mots en contexte historique, un point de réglementation des actualités en France et en Gironde, et bien évidemment ce qui vous intéresse, c'est les résultats. Est-ce que c'est bon ou pas? Un point sur le contexte historique. Les variétés résistantes, on sait tous que chez nous, nos variétés traditionnelles ne tiennent pas le mildiou et l'oïdium, donc il a fallu aller chercher à l'extérieur de l'Europe des ressources génétiques pour travailler avec le matériel résistant. Ce matériel, il est originaire du sud-est asiatique, ou de l'Asie du moins, avec une variété qui s'appelle amurensis. Et puis sur le continent américain, rupestris, et puis dans un autre sous-genre de vitis, les muscadines. Ces variétés-là nous intéressent parce que donc elles ont les caractéristiques de résistance au mildiou, oïdium et puis phylloxéra, bien évidemment, mais aussi pour l'adaptation au froid, au chaud aujourd'hui et le calcaire. Alors, tant qu'on est resté en Europe, donc on ne connaissait pas tout ça, et puis dès que Christophe Colomb pose le pied en Amérique, l'ensemble des gens qui ont suivi ont amené la vigne dans la suite des grandes découvertes. Et puis, 300 ans après, nous revient avec le développement des échanges internationaux, l'oïdium, le phylloxéra, le mildiou, le black rot, plus tard Scaphoidus, qui n'est pas une peste en elle-même, c'est surtout parce qu'elle a la capacité à véhiculer la flavescence dorée, et puis Xylella aujourd'hui, qui nous fait particulièrement peur. Donc ça, c'était la fin du vignoble européen tel qu'on le connaissait. Et la valorisation des ressources génétiques qu'on a pu voir arrive à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a utilisé ce matériel-là pour du greffage pour lutter contre le phylloxéra et de l'hybridation, dont le processus a été détaillé dès 1790 en Angleterre. Et à partir de la fin du 19e et le milieu du 20e, on a eu une accélération en France et des travaux de croisement. Tout d'abord en croisant des vitis américains avec les fameux Clinton et Noah, qu'on trouve encore de façon hyper anecdotique. Et puis dans le sillage des grands hybrideurs comme Georges Couder, beaucoup de porte-greffes et beaucoup de croisements successifs qui vont augmenter la complexité des matériaux obtenus. De l'autre côté, le bloc soviétique et chinois développent du matériel, et puis les Américains font pareil de leur côté. Fin des années 50 jusqu'au début des années 70, en France, il ne se passe pas grand-chose. Les Allemands continuent à faire beaucoup de travail de leur côté, ce qui nous servira par la suite. Et puis on a la chance d'avoir un scientifique, Alain Bouquet, à l'INRA de Montpellier, qui travaille sur des croisements, Vitis vinifera, Muscadinia, donc c'est deux genres différents, difficiles à croiser. Bouquet travaille à partir du matériel début 20e, donc un hybride F1, et qui donnera l'ensemble des variétés Bouquet que l'on appelle monogéniques. L'objectif, c'est mildiou, oïdium, nématode, avec le némadex bien évidemment, et puis augmenter la qualité des produits obtenus. Et puis arrivent les travaux de l'INRA de Colmar, de l'IFV et de Montpellier Supagro, que je vais détailler un petit peu plus en détail. Vous avez compris qu'on va essayer de passer un peu de temps là-dessus. Donc, on parle des variétés Res du Rhin, donc c'est ce que vous avez goûté à midi, Artaban, Voltis, Floréal, Vidocq, qu'on a testé ici, tout à côté, en variété. Donc les gens de Colmar reprennent le travail fait par Bouquet à l'INRA, qui est au départ un croisement à partir de Vitis et de Rotunifolia, intègre deux gènes de résistance
mildiou odium là, avec des variétés allemandes pour faire des polygéniques. Donc première hybridation 2000-2002 pour arriver 15 ans après aux variétés que l'on connaît. 2004-2006, ce sont les variétés Resdur 2 qui sont aujourd'hui en VATE à l'INRA, qui seront disponibles d'ici 2 ou 3 ans. On commence à avoir des inscriptions temporaires de ces variétés-là. Et puis, il y a une autre série de croisements qui ont été faits avec des variétés issues de nos collègues suisses, où on va avoir 3 gènes de résistance dans les variétés. Donc ça, c'est 50 ans de recherche, c'est un gros travail démarré vraiment tout seul, un peu dans son coin d'Alain Bouquet, des gens de Colmar. On parlait de variétés résistantes en 2000, c'était vraiment une toute petite équipe. L'actualité en France, c'est la continuité de ce travail-là à partir des variétés Resdur 2, avec des cépages emblématiques, et puis des géniteurs aussi qui sont maîtrisés par les gens de l'IFV, de l'UMT Geneviève. Et puis, vous avez ici, depuis quelques années, un grand nombre d'opérateurs qui veulent développer des variétés résistantes à typicité régionale. Le CIVB ici développe avec un fonds génétique à base de Cabernet Franc et de Petit Verdot, qui sont 2 fonds génétiques différents, des variétés résistantes qu'on peut imaginer disponibles. Donc on vient de planter la sélection intermédiaire, donc une toute petite dizaine d'années. Ça, c'est une grosse partie donc en France, à Bordeaux, bien évidemment. À côté de ce travail-là, il y a un énorme travail fait de marqueurs génétiques par les gens de l'INRA autour de Eric Gomez. Et puis, la peur que nous avons, c'est qu'une résistance, ça peut se contourner. Et donc, autour des équipes de Laurent Delière, il y a le réseau Oscar, dont l'objectif est d'essayer de faire un travail collaboratif pour voir si on note des dérives de la résistance, puisque ce matériel végétal est disponible, et donc il est planté de plus en plus, planté. Et donc l'idée, c'est de regarder si on a des soucis de dérive de ces variétés. Quelques résultats d'essais en vinification. Je laisse la parole à ma collègue. Alors du coup, Cédric vous a fait la première voie de la résistance, donc moi je vais me faire la deuxième voie de la résistance, donc pour vous parler de la partie vinification de ces variétés-là. Donc tout d'abord un petit point sur quand est-ce que ça a démarré un petit peu. Alors à la Chambre d'agriculture, on a démarré les vinifications de ces variétés grâce aux vignerons de Tutiac, puisqu'en 2016 du coup, alors ça devait être leur première ou deuxième année en production. Donc ça nous a permis un peu de mettre la main à la pâte et voir un petit peu quelles étaient les qualités, un petit peu les défauts de ces quelques variétés qui étaient plantées chez eux. Et bon, en 2017, il y a eu une petite pause, comme tout le monde connaît, enfin comme tout le monde le sait, avec les quelques aléas climatiques qu'a subi le vignoble bordelais. 2018, on a démarré du coup en concertation avec de nombreux professionnels de la filière. Donc on a mis pas mal de monde autour de la table pour réfléchir à un projet qu'on a appelé Optivinif résistant pour l'optimisation de la vinification de ces variétés. Donc il y avait du beau monde autour de la table et l'idée c'était de voir un petit peu quelles étaient réfléchir aux modalités de vinification et qu'est-ce qu'on voulait faire dans ce projet. Donc essayer aussi d'optimiser un petit peu les qualités de chacune de ces variétés. Alors, je vous parlerai de 2020 après, c'était un petit peu tôt. Donc les premiers résultats que je vais vous proposer, ça va être sur une des variétés que vous avez dégustées juste avant le buffet, donc qui est la variété Calcis 04. Alors je le nomme sous son petit nom de sélection, mais je suppose qu'on vous a dit aussi que c'était également, a priori, son futur nom, ça serait le Sauvignac. Alors j'ai pas lu le journal officiel ce matin en me réveillant, mais a priori ça a l'air d'être officiel. Voilà. Donc je remercie ici les vignobles du cours qui nous ont fait confiance pour la vinification de cette variété. Donc en l'occurrence, on a fait un essai avec 4 modalités. On a testé 2 souches de levure différentes et 2 températures de fermentation différentes également. Alors pour les
Pour les novices en termes analytiques, je suppose que ceux qui ont l'habitude de voir un petit peu des analyses, il y a une petite chose qui doit vous choquer, entre guillemets, ça va être un petit peu le pH, qui est assez haut pour un blanc, donc on est aux alentours de 4. Donc en effet, la récolte était peut-être un petit peu tardive sur cette première année. Malgré tout, on a des vins, alors on se rend compte, entre les diverses modalités, vous devez voir, bon, vous voyez les deux températures basses, donc T bas avec la souche TXL ou FW, et les deux températures hautes. Pour la fermentation, on se rend compte que finalement l'achèvement des sucres, il est plutôt lié à la levure. Donc on a un meilleur achèvement des sucres avec la souche Excellence FW. Et après, bon, on se rend compte que voilà, pour des vins expérimentaux, on a des acidités volatiles assez basses. Qu'est-ce que ça a donné en dégustation? Donc ça, c'est le millésime 2018, donc qui a été dégusté sur plusieurs sites en Gironde en 2019. Alors là, je vous montre un petit graphique, une ACP, juste pour vous montrer. Donc il y a des différences qui sont assez marquées entre les 4 modalités de l'essai. On se rend compte quand même qu'à température basse, les notes liées, tout ce qui est fruité variétal, donc, sont plutôt liées à la souche de levure. Et on sait que la souche TXL, en l'occurrence, est un peu meilleure productrice de thiol que la FW. Et également que la modalité qui a été fermentée à température haute, donc à 18 degrés et avec la souche Excellence FW, a un peu plus de notes végétales, minérales et également un petit peu plus d'acidité. Et on a demandé aux dégustateurs de noter la typicité, donc comparé à un Bordeaux blanc du même millésime. Et en l'occurrence, c'est la modalité qui a récolté la meilleure note en termes de typicité. Le deuxième essai que je vous propose en termes de résultats, c'est celui de la vinification de la variété Artaban, que vous avez également pu déguster tout à l'heure. Alors là, il y a une petite faute. En effet, l'origine de la vendange, c'est l'INRAE de la Grande Ferrade. Et là, on a testé de manière assez classique. En fait, on voulait voir un petit peu ce que ça donnait en termes d'extraction. Donc, on a testé une macération courte à 8 jours de cuvaison et une macération longue à 16 jours. Les résultats analytiques, ils nous montrent quoi? Que grosso modo, entre les deux modalités, on a à peu près la même richesse polyphénolique, mais par contre, on a plus d'anthocyanes pour la modalité à macération courte. Et après, en faisant un petit mix entre les analyses, alors le L, le A et le B, donc grosso modo, vous avez les composantes rouges, donc qui est le A, le B, les composantes jaunes, qui sont en teneur plus importante, enfin qui ont des valeurs plus importantes pour la cuvaison longue, mais également une intensité colorante qui est un petit peu moindre. Et ça, si on mélange le tout, ça fait que la stabilisation de la couleur est finalement moins bonne pour la cuvaison longue. Et ensuite, pour la dégustation, alors il n'y a pas grand-chose à dire sur la dégustation en termes de différences significatives, puisque là on n'avait que 2 modalités, donc je ne peux pas vous présenter d'ACP. Mais malgré tout, la différence qui a été perçue par les dégustateurs, ça a été confirmé. En fait, ils ont confirmé la différence analytique, donc sur l'intensité colorante, donc qui était meilleure pour la modalité courte cuvaison. Dans l'ensemble, les notes des descripteurs étaient plutôt moyennes à faibles. On n'avait pas des super notes, mais pas de préférence marquée entre les deux vins. Voilà. Donc ça, c'était sur les résultats de dégustation. Après, je continue un tout petit peu sur la partie actualité. Donc en 2019, on a continué ce projet-là avec l'intégration de 2 nouvelles variétés que sont le Floréal, et là je remercie le château Bertico, enfin vignoble Bertico en Lot-et-Garonne, et également la variété Muscaris, et là je tiens à remercier tout particulièrement les vignobles Cuissé, donc le château Grinou dans le Bergeracois. Et on a testé des modalités un peu différentes. Donc là, je tenais, c'est un petit peu ma patte cette année-là, c'est de faire des dates de récolte, parce que pour moi, ça reste le premier levier pour voir un petit peu les potentialités de ces variétés. Ensuite, on a testé sur le Sauvignac. On a fait un essai de protection des arômes parce que suite à ce que nous ont dit les vinificateurs précoces, on va dire, de cette variété, c'est des arômes qui évoluent assez vite dans le temps. Donc quand ils rouvraient des bouteilles au bout d'1 ou 2 années, ils avaient des arômes qui avaient pas mal évolué. Donc là, du coup, on a testé un essai, voilà, on va protéger les thiols au maximum et déguster cet essai sur 1 ou 2 ans pour voir ce que ça peut donner. Et on a également fait des essais en chauffage de la vendange. Donc là, je tiens à remercier l'IFEV, nos collègues de l'IFEV pour nous avoir permis de réaliser ce type d'essai. Et donc on l'a fait en l'occurrence sur l'Artaban.
Là, je vous invite à noter dans vos agendas ou en tout cas à aller voir le programme des dégustations de cette année, donc les dégustations issues de nos expérimentations qui vont avoir lieu dans à peu près toute la Gironde et on va même aller jusque dans le Lot-et-Garonne. Donc là, normalement, ça devrait être prochainement dans les actualités sur le site internet de la Chambre d'agriculture. Ou également, je vous invite, vous verrez mon mail sur la diapo d'après, à me contacter si vous souhaitez faire partie du jury de dégustation. Cette année, on a énormément d'essais sur les variétés résistantes. Et également sur la sélection numéro 2 des restes durs. Et pour les perspectives, donc là cette année on va être rejoint par de nombreux collègues pour essayer un petit peu d'augmenter, de renforcer le projet en question sur l'optimisation de la vinification. Donc avec nos collègues de l'IFEV, de la Chambre d'agriculture de la Gironde, de la Dordogne, l'ISVV et également les vignerons bio Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée c'est de rassembler un peu toutes les compétences pour proposer aux viticulteurs des références techniques sur la vinification de ces variétés le plus rapidement possible. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous invite à venir déguster très prochainement. Une autre question concernant les cépages ou les variétés résistantes, puisqu'on parle plutôt de variétés que de cépages, tu pourras préciser pourquoi. Quel est le niveau de compréhension ou d'acceptation en fait des consommateurs vis-à-vis de ces variétés résistantes, en tout cas des vins issus de ces variétés résistantes? Alors, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je sais qu'il y a un travail qui est fait par l'équipe de Eric Girohero. Yann, tu peux nous donner 3 mots sur cette notion-là ou... Tu veux venir ? Oui, pourquoi variété et pas cépage? Donc le cépage a été défini par Jean-Michel Boursicot. C'est une unité taxonomique qui est propre à Vitis vinifera. Et donc un cépage, c'est une unité à l'intérieur d'une variété. Et si vous multipliez 2 cépages, vous avez une variété nouvelle. Voilà, mais vous retrouverez facilement la définition éditée par Boursicot et Thiel il y a déjà quelques années. Oui, donc Yann Reynaud, je m'exprime au sujet de projets de recherche qu'on a menés à l'ISVV sur les attentes des consommateurs vis-à-vis des vins issus de cépages résistants. On a travaillé avec des vins qui étaient issus de l'exploitation de pêche rouge, INRA, dans le Languedoc. Et la question, c'était de tester un peu l'hypothèse d'un éventuel effet épouvantail de la technologie représentée par les variétés résistantes auprès du consommateur. Et finalement, ça s'est assez peu retrouvé. C'est-à-dire que dans nos expérimentations, avec un système incitatif de mise sur le marché, c'est-à-dire que les consommateurs mettaient vraiment des sous en face des vins, ils engageaient leur porte-monnaie, en partant d'une dégustation à l'aveugle où c'est vrai que le vin issu de cépages résistants, de variétés résistantes, par rapport à d'autres modalités qu'on lui proposait, n'arrivait pas en première position, il était plutôt parmi les derniers. Ceci étant, le mot variété résistante n'a pas fait peur aux consommateurs, d'autant plus qu'il était accompagné d'informations ensuite sur les performances environnementales. Donc c'était plutôt rassurant par rapport à des vins auxquels on pouvait comparer le vin issu de variétés résistantes, avec l'accompagnement sur les performances environnementales. Il se trouve que même en part de marché à la fin, c'était le vin qui gagnait la mise. Alors juste pour compléter, j'ai pas d'infos en effet sur la partie acceptation des consommateurs. C'est juste une issue de mon observation en fait suite à la dégustation de ce matin. Finalement, les consommateurs que vous êtes, a priori, alors il y a eu des gens qui ont préféré certaines variétés à d'autres, mais malgré tout, les crachoirs n'étaient pas très pleins. Donc je suppose qu'il y a eu, voilà, vous avez plutôt accepté ces variétés-là en termes de goût.